Salut tout le monde, nouvel épisode de l'AI Engineering Podcast avec Julien, comme d'hab. Comment ça va Julien aujourd'hui? Ça va super, très bien. C'est le printemps, tout le monde commence à sourire, il fait beau ici à Genève, donc tout le monde est content. Le beau temps et la canicule est en train d'arriver à Paris. Je crois que cette semaine, on va avoir du 30 degrés. Ça remet du soleil dans la vie des gens, quoi. Heureusement qu'il y a la Seine pour pouvoir aller se baigner maintenant. Ouais, je sais pas si... Non mais tu sais qu'ils ont il y a des zones délimitées sur la Seine, mais ça ouvre pas encore, je pense que ça ouvre fin juin. Ou alors t'as 3 endroits sur la Seine où tu peux aller te baigner. Je l'ai pas fait l'année dernière, mais Depuis peut-être. les JO, non? Ouais, c'est ça. On verra. On verra si j'utilise ça. On verra s'il n'y a plus de podcasts qui sortent, bah vous comprendrez pourquoi. Exact. Cette semaine, on a beaucoup de news. Il y a eu plein de trucs qui sont sortis cette semaine. Il y a plein de sujets. Je sais pas, il y a plein de trucs qui ont popé. Donc l'épisode va être plutôt packed. Mais avant de commencer, j'ai ce truc qui est, je trouve ça vraiment ouf. Je lance la vidéo, tu vois. Donc c'est un mec qui met une GoPro sur un crabe et donc c'était assez stylé, tu vois. Genre il va avec le crabe voir ses potes crabes, quoi. C'est c'est pas généré. Et Euh. bah et franchement, C'est bien fait. c'est vraiment bien fait, tu vois. Genre, au début, tu te dis putain, genre, mais c'est vraiment bien fait, quoi. Ouais, ouais. Et après, tu te get trapped, tu vois. Et je trouve que c'est un truc, on en parlera un peu plus loin dans l'épisode sur la créativité, tu vois. Genre, entre des vidéos générées par IA et ça, tu vois, genre, ça, c'est cool parce que t'es à la limite de ça l'est pas, et à la fin, ça te dit explicitement que c'est généré par IA, tu vois. Et je trouve que c'est fun, quoi. On peut peut-être, ouais, je pense que c'est une bonne transition donc, pour partir directement sur le sujet Ouais, on peut parler de la créativité. créativité. Ouais, surtout avec, je crois, le modèle de Google justement qui est sorti pour générer les vidéos. Ouais, Parce que je crois que le modèle il est assez incroyable. J'ai vu des exemples et c'est violent. Et en fait, il y a, alors je me souviens plus comment il s'appelle, un gars qui est assez connu dans l'IA en France, qui a sorti un article que je vais passer ce matin sur les assurances et le fait que les images soient toujours utilisées comme preuve d'assurance. ouais. Et si tu peux générer des images super réalistes et des preuves de dommages assez réalistes avec les vidéos, bah ça fait plus aucun sens quoi. Et ça, je crois que c'est assez intéressant sa réflexion. Ouais, donc ça c'est le nouveau modèle là que Google a annoncé à la Google I/O qui s'appelle Gemini Omni, qui va être dispo dans Gemini App, Google Flow et YouTube Short. Donc je sais pas ce que ça veut dire dans YouTube Short, ça veut dire que probablement tu vas pouvoir générer des trucs dans YouTube Short comme ça. Je trouve que ça fait très jeu vidéo quand même. Tu vois qu'ils ont entraîné ça sur du dataset très jeu vidéo, je trouve, de mon point de vue, hein. Genre, pour avoir beaucoup joué au jeu, je trouve que la physique est très jeu vidéo. Mais c'est assez impressionnant, ouais. Ouais, la qualité, elle est folle quand même. Ouais, ouais. Ouais, et justement, il y a des problèmes de physique. Oui. C'est assez marrant. Euh, mais ça, je pense que ça va pas être résolu assez récemment. Bah, Les problèmes de physique. c'est tout le challenge, les problèmes de physique, ouais. Ouais, donc il y a sur la créativité, il y a je reprends pas le son. Il y a ça et après il y a pas mal de trucs sur la créativité qui sont liés à ça. En gros, qu'est-ce que donc il y a en parlant de ça, là, jeux vidéo justement, il y a cette take donc du CEO de Take-Two qui est la boîte qui est derrière GTA, qui dit un truc qui est assez intéressant. En fait, ce qu'il dit, on pourrait écouter la vidéo, mais genre juste dans le résumé, là, ce qu'il dit, c'est les AI, c'est construit sur des datasets, et les datasets, ça regarde dans le passé, quoi. Là où la créativité, c'est quelque chose qui est plutôt regarde dans le futur et qui est forward-looking. Et en gros, ce qu'il dit, c'est un modèle qui est entraîné sur quelque chose qui existe déjà ne peut pas, par définition, produire quelque chose qui est par défaut inattendu. Et tous les hits, quand il dit les hits là, c'est tous les hits dans les jeux vidéo, dans la musique, etc., sont par nature quelque chose qui sont inattendus, tu vois. Oui, mais inspiré. Je sais Bien pas sûr, quand tu écoutes tous mais bien les sûr, artistes, ils sont toujours inspirés. Donc, bien c'est-à-dire sûr. que t'es quand même toujours backward looking d'une certaine manière. Ouais, Mais t'as ce petit surplus, et ça, je pense, c'est ce petit surplus qui est ingénérable aujourd'hui. ouais. Et là, tu vois, ce qu'il dit, c'est asset creation and hit creation, c'est pas la même chose. Donc, créer des assets et créer quelque chose qui va résonner et qui est un hit, ça va pas être la même chose. L'AI, c'est assez fort à faire de l'asset creation, donc c'est-à-dire créer des textures, créer dans des univers, je pense, de jeux vidéo, c'est assez fort. Mais la partie 2, qui est la création de hits, c'est ce qui fait vraiment de la monnaie, c'est ce qui crée des franchises, c'est ce qui change la culture. Et personne n'a montré ça à l'AI aujourd'hui et comment le faire dans l'AI, tu vois. Et en fait, ce qu'il dit, c'est aujourd'hui, tu peux cloner GTA avec la technologie qui existe. Tu pouvais déjà le faire avant l'AI. Avant, ça prenait 3 ans et ça aurait ressemblé à la même chose, mais ça ne serait pas marché parce que c'est pas GTA, c'est un clone de GTA. Donc là, ce qui est vrai, c'est qu'il dit, c'est genre, c'est le mode, c'est le taste, Ouais, c'est ça, c'est le goût. C'est ouais, le goût, c'est ce qui reste. Et c'est clair. Et là, on voit encore plus la différence de goût. Ça amplifie la différence de goût.
Exact. Tu vois. Et je pense dans l'écriture aussi. Tu sens quand les gens ils ont écrit eux-mêmes ou quand c'est généré, ça se sent directement. Justement parce que il n'y a pas de goût, il n'y a pas de relief dans l'écriture. Ouais. Et tu vois, genre, il y a des milliers de jeux mobiles qui sont faits chaque année, et tu vois, genre, les stores, ils sont remplis de slop, mais du slop même qui existait avant AI, enfin pré-AI, c'était les jeux mobiles sur les stores, c'était du slop, mais il dit, 0 à 5 hits sont fabriqués, quoi. Et ça va pas changer. C'est pas parce qu'il y a l'AI qui arrive que ça va changer, qu'on aura plus de hits par an, quoi. Parce qu'il y a aussi la concurrence de l'attention chez les gens. La courbe elle va juste s'allonger. La tail elle va s'allonger. Ouais, et là, Client beaucoup. il prend ça sur le cinéma et il dit la thèse de la Silicon Valley, c'est que l'AI débloque la création de jeux pour n'importe qui, comme les caméras pas chères pouvaient débloquer la création de films pour n'importe qui. En effet, ça l'a débloqué, mais à la fin, c'est toujours les 5 mêmes studios qui font les films que tout le monde regarde, quoi. Sujet de distribution. Ouais. Voilà. Donc, enfin, c'est intéressant. Enfin, genre, en gros, en fait, ce que ça dit à la fin, c'est qu'on est sur une bulle, enfin, pas sur une bulle, mais on est sur une hype globale. Et les problèmes, c'est toujours les mêmes problèmes qu'avant. C'est la distribution, c'est le goût. Et en fait, ce qu'on utilise, c'est un outil, je pense. Enfin, c'est une manière de résumer les choses, quoi. J'essaie de transposer un peu à notre monde. Et Ouais. c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que l'écriture du code, ça devient, c'est commodisé, mais savoir comment l'écrire, est-ce que mettre dans ton code, c'est ça qui devient le vrai, enfin, qui a toujours été et qui reste encore plus aujourd'hui, le vrai différenciant entre C'est clair. entre des ingénieurs, quoi. Ouais. Et pour rebondir là-dessus et mettre un petit truc de l'autre côté de la pièce sur la créativité de l'AI, il y a OpenAI qui a sorti ce papier il y a un modèle d'OpenAI qui a, alors je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais as disprove a central conjecture in discrete geometry. Donc en fait, il y a un problème qui s'appelle le problème de Erdos, qui est pendant 80 ans, des mathématiciens ont étudié un problème très très simple qui est si tu places n points dans un avion, combien de paires de points peuvent être à exacte distance de 1, en gros. Et en gros, la résolution actuelle humaine, c'est de dire, en fait, c'est une grille, quoi. En gros, la grille, c'est la meilleure disposition mathématique pour résoudre ce problème-là, éprouvé. Et apparemment, il y a un modèle général de OpenAI qui n'était pas dédié pour des AI mathematics, qui a réussi à trouver une autre manière de résoudre ce problème-là avec du polynomial. Alors bon, je comprends pas tous les tenants et aboutissants mathématiques, mais en gros, le truc a découvert une nouvelle manière de l'explorer et des mathématiciens ont ensuite vérifié et il s'avère que c'est plutôt vrai ce qui a été découvert. Euh, Mon frère est chercheur en maths au CNRS. ok, Il utilise beaucoup, de plus en plus, l'IA, notamment OpenAI, ChatGPT. ouais, Et c'est violent, ouais, à quel point ils arrivent enfin, l'IA arrive à faire des preuves et ils outsourcent littéralement une partie de leurs preuves à l'IA. Enfin, c'est vraiment devenu un assistant dans un domaine qui est ultra. Enfin, là, t'as de l'intelligence, quoi. C'est l'abstraction la plus poussée pratiquement. Et l'IA est trop forte. Donc pour ouais. ça, ça marche plutôt bien. Il y a une phrase qui est intéressante. Je crois que c'est dans la conclusion. Là, donc là, il y a le médailliste, Tim Gowers, qui est un mec qui a eu la médaille Fields, qui est genre le prix Nobel de mathématiques. C'est lui qui a écrit le papier qui accompagne la news, quoi. Et il appelle ça a milestone in AI mathematics. Donc c'est marrant ce terme-là, AI mathematics. Ouais. Mais je pense que ça a vraiment des. Pour le coup, ça a vraiment des impacts à long terme, ça on s'en rend pas compte. Enfin, l'IA pour la recherche, c'est violent parce que si tu peux assister à plus de chercheurs, faire plus d'essais en parallèle, faire plus d'expérimentations, en fait, les impacts à moyen et long terme, ils vont être juste énormes, quoi. Rien Exact. qu'en automatisant le travail de recherche. Bah, c'est ça. En fait, Et, je pense que c'est un vrai parallèle avec ce que je peux montrer après, qui est les AI ne se fatiguent pas. Et donc, en fait, là, tu peux demander à des AI de simuler plein de choses où avant, en tant qu'humain, tu étais un peu limité sur ta capacité à lancer de la simulation et à interpréter éventuellement des simulations, quoi. Là, exactement. tu as des robots qui peuvent, de manière infatigable, faire des choses. Et du coup, si on fait un parallèle avec ça, c'est dans l'usine, quoi. Figure ce qui a sorti une vidéo, donc ils ont fait une expérience. Donc Figure, qui est une boîte qui fait ces robots-là pour des entrepôts. Et ils ont fait une expérience où ils ont pris un stagiaire humain, ils l'ont mis sur la chaîne de production pendant 10 heures et ils l'ont fait avoir une compétition avec le robot. Et donc le but, c'était de prendre les paquets qui arrivent sur la chaîne de production, les regarder et les retourner. En gros, si tu regardes la vidéo là, leur taf, c'est en gros de regarder le paquet, juste s'il n'y a pas de problème, et ensuite de le renvoyer. Et donc de les trier, de les mettre un par un et de les espacer. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ça a tourné pendant 10 heures en live. Et ce qui se passe, c'est que le stagiaire actuellement est allé plus vite que la machine. Bon, c'est vraiment peanuts, quoi. Il a traité en 10 heures
12 924 packages, là où le robot a traité 12 734 packages. Et la conclusion, c'est Aimé, il avait des crampes et il avait mal aux doigts. Donc là, il y a une photo, il avait des cloques sur ses doigts, là où le robot ne s'est pas fatigué. Ouais. Et la phrase là, c'est la dernière fois qu'un humain va gagner. Mais en plus, le prix des robots, des humanoïdes, c'est assez violent. Je crois qu'ils commencent à en vendre pour 10 000 balles. Maintenant, tu peux en acheter un. Enfin, je crois qu'ils vont bientôt en vendre pour 10 000, Ouais. pour 10 000 euros. Et donc, si en plus le coût du hardware chute, alors c'est clair que ça va devenir une vague. Parce que avant, le problème dans l'automatisation avec des robots, c'était le prix, quoi. Le prix d'un bras robotisé, ça, c'était largement supérieur au ROI que tu pouvais avoir. Et puis là, si le prix du hardware diminue, le prix du Ouais. software chute, bah là, c'est clair que les boîtes vont être incentivées à investir dans ça. Exact. Ensuite, sur ce sujet un peu créativité, il y a le speech Eric Schmidt, qui était ex-CEO de Google, qui a fait un speech à l'université d'Arizona et qui s'est fait huer. Donc, globalement, ce qu'il dit, c'est que discours pro AI, l'AI va remplacer des jobs, environ 15 millions d'emplois aux États-Unis, et il s'est fait bout. Attends, logique. Regarde à qui tu parles. Tu parles à Ah des gens oui. qui vont rentrer sur le marché du travail, qui ont déjà trop peur de pas avoir de job, et tu leur dis quoi? De toute façon, il n'y a pas de travail. Donc, je sais pas, c'est surprise, quoi. Ouais, exact. Mais je pense que non, mais à part ça, c'est vraiment un truc générationnel aussi. Dans le sens Bien où sûr. nous, on a eu énormément de chance. On est tombé du bon côté de la pièce parce qu'on a eu nos premiers jobs, parce que maintenant on peut être amplifié. Mais c'est logique que toute une génération qui est pas encore sur le marché du travail, où ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on répète qu'il y aura qu'il y aura plus de jobs, à tort, je pense. C'est logique que tu aies une réaction comme ça. Et je comprends complètement les gens qui sifflent, les gens qui deviennent aussi un peu anti-IA, mais pas forcément avec des raisons rationnelles, juste avec presque idéologiquement, quoi. Et Ouais. ça se comprend, quoi. Et parce que c'est aussi très mal géré, je trouve, enfin, on gère mal le truc pour que ça devienne vraiment une technologie transformative, mais surtout qui inclut tout le monde dans cette transformation, quoi. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et là-dessus, du coup, si on fait le rebond sur la partie éducative, il y a Philippe Agnon là qui est passé, donc qui est prix Nobel d'économie, qui est passé dans une commission encore d'enquête qui est commission du développement durable au Sénat. Il a une tech, ça dure 30 secondes, on peut écouter, assez intéressante. Et bon, là, il y a le sous-titre, c'est il faut apprendre à apprendre. Et c'est le truc que moi j'ai depuis toujours, genre sur les écoles d'ingénieurs, c'est qu'à l'école d'ingénieur, on t'apprend à apprendre, quoi. Apprendre à savoir de base, calcul, dictée, grammaire, rédaction, lire des livres, apprendre à démontrer des théorèmes de géométrie, faire des règles de 3, tout ça sans IA, sans que l'élève soit vraiment formé. Et les devoirs faits à l'école. C'est le plus égalitaire possible. Et puis après, il faut enseigner des cours où on dit, voilà, il y a l'IA quand même. Hein. Mais faites attention, il y a une utilisation perverse de l'IA. Donc je pense que c'est important que les élèves soient mis en garde contre les utilisations perverses de l'IA, qu'ils soient au courant de ce que l'IA permet, mais également des usages pervers de l'IA. Mais ils le feront d'autant mieux qu'ils auront la partie sans IA. Il faut apprendre à apprendre. Voilà. Je pense que Sans c'est apprendre, plutôt ouais. bien. Oui, oui. Après, de nouveau, c'est comment tu l'implémentes, mais l'idée, Ouais. c'est clairement ça, quoi. Mais je pense que, en fait, l'IA dans l'éducation, le sujet, c'est pas forcément de donner de l'IA aux élèves. Je pense que le sujet, c'est plus de donner de l'IA aux profs pour que les profs l'utilisent pour générer plus d'exercices individualisés, pour personnaliser le contenu de leur exercice, pour avoir un parcours pédagogique qui soit vraiment adapté à chaque élève. Moi, c'est ça Je pense que l'usage de l'IA qui doit être fait. c'est un peu des deux. En fait, le truc qui est dur, c'est l'ambivalence que tu peux avoir dans ce cas-là, tu vois. Parce qu'en fait, si tu dis aux élèves, bon, utilisez pas trop d'IA ou utilisez l'IA de manière mesurée, mais que les profs, ils utilisent full IA pour te générer des trucs, bah, d'un côté, tu te dis à quoi il sert le prof, tu vois. Donc, je pense, et aussi, Non, pourquoi non. moi, on me demande de pas utiliser de l'IA, tu vois. Enfin, le travail du prof, c'est pas de générer des exercices. Une Bah, partie du travail du prof, c'est de générer des exercices. c'est de générer les Mais bons exercices qui vont te débloquer les choses dans ton cerveau, tu vois. ouais, puis d'expliquer surtout. Ouais, C'est quand t'es bloqué, il t'explique, il ouais, t'accompagne, il t'encourage. ouais. Euh, pour moi, enfin, la pédagogie, c'est surtout ça. Après, l'exercice, souvent, les exercices, ce sont les profs, ils utilisent beaucoup de manuels qui sont préexistants. Donc cette partie, ça faisait déjà pas forcément partie du travail d'un prof, ou de manière assez minimale, je pense. Ouais. Et c'est probablement ça qui doit être amplifié. C'est clair. Ensuite, lié à ça et lié aux utilisations perverses de l'IA, putain, on fait des rebonds excellents. Lié à l'utilisation perverse de l'IA, Marc Andreessen, très célèbre VC américain de Andreessen et Horowitz, donc A16Z pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont jamais compris la signification du sigle, qui est passé chez Joe Rogan, qui est le podcasteur le plus suivi aux États-Unis, qui dit d'une manière très résumée ici, enfin, c'est un extrait de ce qu'il dit, il dit « Le coût d'opportunité d'aller se coucher est tellement élevé
parce que si vous allez vous coucher, vous serez pas avec vos 20 coding agents et donc vous allez perdre du temps, quoi. Donc ça, c'est la partie Non, mais en résumée. fait, c'est surtout, si tu pousses plus loin, vous allez quoi? Non, c'est-à-dire quoi là? Si tu fais les 5 conséquences, vous allez perdre du temps, vous allez plus avoir, vous êtes plus être compétitif, vous allez perdre votre job et vous allez être raté. Donc en fait, c'est juste les applications derrière qui sont indirectes, elles sont aussi ultra violentes, quoi. Donc si tu veux survivre, faut que tu arrêtes de dormir. Tu gaspilles des ressources aussi. Aussi. Il y a ce truc-là, c'est tu gaspilles du temps de ressources où en fait tes agents ils font rien pendant ce temps-là, alors qu'en fait ils pourraient tellement faire plus de choses si toi t'étais pas le facteur limitant de tes agents, tu vois. Ouais, mais ça on en a déjà parlé plusieurs fois sur le podcast. C'est le truc qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec, quoi. Ouais. Uses AI for coding. Ouais. You would think basically one of two things would have happened. One is they just would be out of the profession entirely, because there's no point anymore. Or you would think, well, maybe they just have a better life now because they're working less, right? And so if AI coding makes them 4 times more productive, if they can write 4 times the amount of code in the same amount of time because they've got AI helping them, then maybe they're working only a fourth the time and now they've got a great life. What's actually happened is virtually to a person, they're all working. Donc là, ce qu'il dit, pour résumer rapidement, il dit il y a plusieurs effets avec le AI coding. Un des effets, ça aurait pu être, du coup, les gens bossent moins, quoi. Parce qu'en fait, du coup, tu as des agents qui bossent pour toi. Du coup, à la fin, tu bosses moins. Et ce qu'il dit, c'est non, c'est pas vrai. En fait, ce qui se passe, more hours than ever. c'est que les gens bossent plus d'heures que jamais. Where there is a new term of art that's used in the valley called the AI vampire. Et voilà. Et là, il coine un nouveau terme qui est dans la Silicon Valley, qui est le AI vampire. Donc, c'est des gens qui, du coup, sont tellement addicts ou qui n'arrivent pas à stopper, quoi, que du coup, ils dorment pas et du coup, ils ressemblent à des vampires. Which is it's when AI turns you into a vampire, you're up all night doing AI coding because you are so productive, you're getting so much done that you can't turn off. The opportunity cost of going to sleep is too high because if you go to sleep, you won't be with your 20 AI coding agents, keeping them working on all the projects that you have them working on, and so people stop sleeping. And so I have all these friends, some of whom are quite famous, where when you talk to them now, as opposed to 6 months ago, they look terrible. They're sleep deprived, they get bags under their eyes. They're clearly not taking care of themselves, and they're absolutely ecstatic because they are able to produce 5 times, 10 times, 20 times more code per hour than they could in the past. And so they. Ok, mais en fait, j'ai mal lu le post, c'est pas ce qu'il recommande. Non, c'est une non. observation. Ok, j'ai c'est une observation et surtout, aussi une direction un peu, tu vois. Genre, il dit, il y a plein de gens qui font ça. Si vous faites pas ça, vous êtes à la ramasse, tu vois. C'est un peu ça. Ouais, là, comme une formule, c'est plus factuel, pas forcément recommandé, on va dire. Après, je sais pas. Peut-être qu'il y a quand même, j'ai l'impression, une culture de la productivité qui est assez importante, assez centrale. Tu vois ça, toi, autour de toi, en France ou en Europe? Il y a quelques personnes j'en vois quelques personnes qui sont dans cette logique-là. Et même moi, en fait, moi, ça fait des cycles. Il y a des moments, genre là, cette semaine, genre, j'ai ship, je sais pas, 20 ou 25 PR cette semaine. Et il y a des moments, genre, je suis rincé et je vais pas aussi vite, quoi. Encore une fois, le bottleneck, c'est ma review, tu vois. Mais ouais, je vois quelques personnes qui sont dans ce mode-là, quoi. Ouais, mais de là, aller aussi loin, dans le sens, travailler un peu plus, je pense que, voilà, en ce moment, c'est pas illogique, tu vois. Mais après, de là à arrêter, à vraiment limiter son sommeil. Non, t'as raison. Et vraiment être en mode short term. Enfin, j'ai l'impression que les gens, ils mangent presque plus. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est violent aussi. Je sais plus, il y a quelqu'un qui commentait genre, oui, après, le problème, c'est le opportunicos de manger, c'est n'importe quoi. Du coup, vous allez plus manger. Enfin, genre, on en arrive là, tu vois. Mais je pense qu'il y a aussi un truc, c'est le rapport au travail est différent. Il y a ce que tu disais, la manière de la productivité aux US versus l'Europe, c'est différent. Mais même juste le rapport au travail, tu vois. Je pense que là, Marc Andreessen, les gens qui sont autour de lui, c'est des founders, c'est des gens qui sont... c'est les gens dans lesquels il a investi, j'en sais rien, c'est des fondeurs US, donc ils bossent à fond, quoi, comme moi, comme toi, tu vois, genre on est un peu fondeur, on est hacker, on s'arrête pas, on bosse de zinzin. Je sais pas si tu prends quelqu'un en CDI chez Meta ou chez LinkedIn, je suis pas sûr que, en CDI, ça n'existe pas le CDI aux US, mais qui est en permanent position aux US, je sais pas si cette personne elle a ce problème-là, tu vois. Oui, non, franchement, c'est un mindset aussi de création, où tu pousses un peu les trucs. Mais je pense que c'est juste un peu une histoire de limite que chacun se met aussi, tu vois. Et je pense que là-bas, les limites, comme c'est mentionné ici, c'est beaucoup plus violent qu'en Europe. Et je pense que même les gens qui travaillent énormément en Europe, je pense je sais pas. Il prend un peu plus de contrôle là-dessus. Exact. Et après, bon, si tout ça c'est pour sortir du slop ou des features qui servent à rien, c'est pas grand-chose non plus. Exactement. En parlant de ça, il y a Boris, notre cher Boris Cherny, qui est venu à Londres pour faire la keynote du Code with Claude, qui est genre leur conférence un peu développeur où ils ont annoncé quelques trucs. Et donc là, il y a une petite vidéo de sa keynote qui dure 6 minutes, mais il y a quelques trucs intéressants
dedans. Peut-être que je peux te le faire. Ah non, tu verras pas si je fais ça. Bon, bah, ça va pas être méga zoomé. Oh, si, je peux zoomer un peu. Hop. En gros, ce qu'il montre, c'est il montre un peu les nouvelles features, etc. Mais le résumé, c'est en gros ce qu'il dit. Il dit stop micromanaging de prompt, write une routine et laisser Claude prompt itself, quoi. Et donc en fait, ce qu'il showcase là, c'est il montre une app qui se répare elle-même. It's building a full implementation. Donc là, il dit, il a une app, il lui dit, oh, il y a un bug, corrige-la, super cool, trop bien. Donc là, ça se corrige, il showcase ça. Et après, ce qu'il montre ensuite derrière, il dit, globalement, ce qu'il dit, c'est donne un goal à ton IA et l'IA, elle va corriger le problème. Donc si tu as un bug, dis-lui, t'arrêtes pas tant que tu n'as pas corrigé le bug, etc. Bon, truc classique. Et après, ce qu'il dit qui est intéressant, c'est ici. You can now see Claude Code, which ones are running, which ones need your input, and which have PRs that have already been merged. Donc ça fait un peu écho à ce qu'on entendait avant, c'est tu vois, tu as tous tes agents et du coup tu as tes agents qui sont organisés en qu'est-ce qui need input, qu'est-ce qui est déjà merge, qu'est-ce qui est en train de travailler, etc. Synchronous coding is now just a slice of what's happening at any given moment. And we think that going forward, a lot more code is going to start to be written in an async. And this is why we keep talking about verification. If Claude can check its work, you can just let it run while you work on something else and you come back to a fully working result. And for me personally, a lot of... Ouais, bah ça c'est un peu toute le truc de Swarm, quoi. En gros, tu les laisses faire et puis tu regardes à la fin. Et là je pense, enfin, on peut regarder le post LinkedIn qui a été écrit juste après, je pense que c'est une bonne transition. C'est un gars qui a laissé, en France, c'est très bien écrit le post. C'est un gars qui a laissé tourner ses IA, enfin des IA en mode no control sur sa stack. Et tu peux directement aller tape iceberg en recherche sur l'iceberg effect, l'effet iceberg. Et ça, j'étais tellement d'accord avec ça. C'est qu'en gros, t'as l'impression, il y a une image juste en dessous. Ah merde, du coup, elle s'affiche pas. Ouais, exactement. Donc en gros, t'as l'impression que, en gros, avant, il y avait la tech debt qui était un peu cachée dessous. Que ça a toujours existé, mais c'est juste que là, avec l'IA, t'as l'impression qu'en surface, quand tu laisses aller, hein, sans contrôle, sans rien faire, t'as l'impression qu'en surface, ça marche bien, je sais pas, ton UI fonctionne, tu peux cliquer, etc. Mais par contre, ce qui se cache derrière en complexité cachée, en bug, en incohérence, etc., c'est violent, quoi. Et ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Je l'ai vu plusieurs fois et je trouve que c'est ultra dangereux comme approche. Aussi de recommander ça par rapport au keynote qu'il y a juste avant, c'est tu le laisses faire, ça va fonctionner. C'est pas encore le cas. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est pas encore le cas. T'as toujours besoin de contrôle, au moins sur l'architecture, les abstractions, contrôler un peu les choses. Et voilà, donc c'est un peu, moi, c'est mon retour d'expérience. C'est ce que j'ai écrit aussi cette semaine sur mon Substack. Et on n'est pas encore prêt. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a encore de nouveau une décorrélation entre les discours publics et des providers de modèles et ce qui se passe en réalité, point de vue perso. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et juste pour éclairer, je pense, par rapport aux providers aussi, eux, ils sont passés. Alors, c'est des providers, donc ils vendent du token. Donc, il y a aussi un maximalisme associé à ça et une expérience de pensée, je pense, associée à ça. Où en fait, ce que tu dis, c'est le contrôle. Mais en fait, pour eux, le contrôle, il est fait par une autre machine, tu vois. Enfin, en gros, dans tous les cas, tu as des chaînes de contrôle et tes chaînes de contrôle, c'est d'autres agents qui le font. Et quand tu vois, là, il y a Pete Steinberger, le créateur d'OpenClaw qui est maintenant chez OpenAI. Il a fièrement arboré le nombre de tokens qu'il a dépensé ce mois-ci. Sur 30 derniers jours, il a dépensé 1 300 000 $ d'API cost en tokens. Et bien en fait, c'est ce qui arrive, c'est que en fait, si tu dis genre, je lève les bras, c'est que des agents qui bossent, mais du coup, il y a d'autres agents qui review, bah à la fin, c'est genre la foire. Enfin, genre, c'est ça, un des futurs dans lesquels ils ont envie d'aller, tu vois. Je caricature beaucoup, tu vois, mais l'expérience de pensée qu'ils font nous emmène dans ce futur-là, quoi. En fait, pour moi, ok, pourquoi pas, si ça marche. C'est-à-dire que si tu as ce feedback loop qui marche, si ton code est propre, s'il n'explose pas après 4 features supplémentaires, si le truc marche, franchement, si ça marche, pourquoi pas, tu vois. Mais aujourd'hui, ça marche pas. Et je pense que c'est aussi, on peut même prendre un pas de recul encore et retourner dans le discours qui a été fait par le CEO d'Apple, qui s'est fait huer. Et en fait, c'est lié à ça aussi. C'est que tu as toute une narrative de token maxing qui joue pas avec la réalité, quoi. Et je pense que c'est un peu tout le parallèle même de ce podcast, en fait. Même la créativité, c'est la même chose entre le discours que tout va être créé automatiquement et la réalité de la création. Dans le discours de tout le code va être fait automatiquement, mais la réalité du coding, la réalité que tous les jobs vont être automatisés, et puis la réalité des jeunes qui vont entrer sur le marché de l'emploi. En fait, c'est toujours la même chose. Il y a vraiment du maxing de partout d'un côté et il y a la réalité en face. Et ça, je pense que si ça continue trop longtemps, ça risque de trop diverger.
Exact, je suis d'accord. D'ailleurs, ça m'est pensé en termes de vibe coding. Attends, j'arrête 2 secondes. Là, cette semaine, j'ai vibe codé 2 trucs où j'ai accepté de n'avoir zéro contrôle sur ce qui sortait. Le premier truc, c'est ça. C'est genre tu vois ma caméra ou pas? Oui. C'est genre un truc qui s'appelle Terminal, un écran e-ink sur lequel tu peux afficher ce que tu veux. C'est juste du e-ink, donc ça va être noir et blanc, quoi, comme un Kindle. Et du coup, j'ai vibe codé un petit dashboard qui m'affiche le nombre de stars qu'on a sur notre repo GitHub, le nombre de PR ouvertes, combien on en a fermé dans la journée, le nombre d'issues, le nombre de stars qu'on a récupéré dans la journée. Et ça, j'ai fait l'exercice de ce projet-là, c'est dans un repo. Je ne regarde pas du tout le code. Genre, pas du tout. Genre, juste, je veux que ça fasse ce que ça fait. Je ne regarde pas du tout même comme c'est déployé. Je vais juste connecter un Cloudflare et il déploie sur Cloudflare le truc. Et c'est lui qui déploie tout. Et je fais tout ça dans Codex. Non, je fais pas ça dans Codex. Je fais ça dans Cursor Agent, enfin la UI de Codex-like de Cursor. Là. Et ça, c'est un petit projet, donc c'est facile à débugger. Et j'ai fait la même chose pour un truc pour le podcast. Là, le truc où on pourrait planifier des épisodes et tout. Oh, c'est catastrophique, quoi. Genre, j'ai fait pareil l'exercice. Je veux pas regarder le code. Et là, il y a des trucs qui marchent pas et c'est trop la flemme, quoi, d'aller débugger un truc qui marche pas et de lui expliquer qu'est-ce qui marche pas et tout. Ouais, en fait, exactement. Il faut juste l'essayer et puis tu te rends compte. Ouais. Mais nous, c'est-à-dire que la valeur, elle est là. C'est-à-dire que ton écran, c'est incroyable. Enfin, tu vois, quand 3 prompts, tu l'es. Ouais. Et après, faut maîtriser la limite, quoi. Et là, bon, vu que c'est des trucs side, et pour ce truc-là, bon, bah, honnêtement, le code, il est pas compliqué. Hein. Il y a un fichier qui s'appelle server.js dans lequel il va chercher les trucs. Et c'est dès que je vais complexifier le truc, ça va devenir la foire, je pense. On verra, suite au prochain épisode. Et le truc, d'ailleurs, ça, c'est vraiment trop cool. Parce que du coup, c'est du e-ink et ça a genre 100 jours de batterie. Genre, en gros, le truc, il peut être allumé pendant 100 jours. Parce qu'en fait, il poule l'image toutes les 15 minutes. Donc, en fait, ça consomme zéro énergie quasiment. Donc, c'est assez cool. Tu peux avoir des boutons? Tu peux avoir des boutons dessus? Non, t'as juste un bouton derrière, mais Ok. t'as pas de bouton sur la UI. Non, c'est bien ça. C'est intéressant. Et pour finir sur le sujet de créativité, juste un dernier truc. Alors, je vais peut-être pas mettre le son trop fort pour pas qu'on se fasse strike la vidéo, même si ça veut rien dire se faire strike vu qu'on n'a pas d'argent sur les vidéos. Mais il y a Quentin Dupieux, qui est un réalisateur français qui fait des films plutôt décalés et un peu barges, mais qui sont voilà, c'est toujours un exercice de pensée ces films. Et donc là, il va sortir un film, il va sortir au cinéma qui s'appelle Le Vertige, et le film c'est ça. Donc c'est avec Alain Chabat et Jonathan Cohen. Bruno, Quoi? ça va te paraître farfelu au premier abord, mais il faut que tu me fasses confiance. J'ai la certitude absolue que le monde qu'elle nous vit n'est pas réel. Ah, c'est brillant. Ah, incroyable. C'est bidon, il n'y a rien. Ça, c'est réel ou pas? Non, Bah si, une balle, c'est forcément réel quand même. j'ai vu une boulangère qui avait 8 doigts à chaque main. Dans un monde fabriqué, En fait, franchement, la bande-annonce, elle Voilà. est super Après, il faut drôle. voir si le film il arrive à le tenir Ouais, c'est pendant ça. 1h30. Mais... Parce que ça, je me demandais, 1h30 avec ça, je me demande à quel point tu te lasses pas au bout d'un moment. Mais c'est brillant comme idée. Ouais, du coup, c'est fun. Incroyable. Franchement, c'est marrant parce que ça fait vachement écho à la créativité, à ces trucs un peu d'AI, tu vois, genre, je pense qu'il y a un exercice de pensée le truc de, on vit dans une simulation, les 8 doigts, est-ce que, genre, les agences demandent, est-ce que nous, on se demande, est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de nous? Enfin, genre, franchement, je trouve que c'est assez, c'est brillant. Mais c'est marrant parce que par rapport à la vidéo du crabe au début, c'est Ouais. l'antithèse, quoi. Exact. C'est ça qui est beau, quoi. Ce serait marrant de voir comment il a réalisé ça. Genre, je pense qu'il a dû réaliser ça. Enfin, je pense qu'il n'y a pas forcément d'AI parce que c'est pas le genre de réalisateur qui aime trop faire des trucs de l'AI, je pense. Ça doit être de la motion capture et utiliser du. Mais après, est-ce que motion capture c'est pas de l'AI dans un sens? Je pense que les limites sont assez proches, quoi. Mais c'est probablement de la motion capture ou un truc comme ça. Je sais pas. Et probablement que Nia n'aura pas eu cette idée. Voilà. On boucle sur le sujet de créativité. Exactement. Ok, bah trop cool. Conclusion de la créativité, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. À bientôt. Ouais, merci. À très bientôt. Très, très intéressant. Mais je pense que c'est un sujet qu'on va redécouvrir de toute façon dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Ouais, c'est trop Parce bien. on va collectivement évoluer autour de ça. Trop bien. Allez, bonne semaine. Bonne semaine. Ciao, ciao.